Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour, à votre tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Isor. Ancienne chargée de projet dans l'humanitaire, Isor est aujourd'hui illustratrice jeunesse. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Illustrés de Zoo ou sur son site internet www.lesillustresdezoo.com. Après avoir fait une fac de psychologie, Isor se lance dans l'humanitaire car elle aime l'humain. Elle travaille en France en tant que chargée de projet au Secours catholique puis à Petit Frère des pauvres pendant 6 ans. Elle s'occupe de personnes dans les besoins et organise des ateliers pour les personnes en situation difficile. Pour elle, cela va au-delà d'un métier. C'est une mission d'aider les personnes qui sont chaque jour dans le besoin. Après 6 ans dans l'humanitaire et une histoire difficile au travail, Isor se sent épuisée moralement. Elle se sent impuissante face à certaines situations personnelles et a du mal à mettre des barrières. Elle décide alors de profiter de la mutation de son conjoint à Strasbourg pour prendre une année pour faire le point. Elle suit alors un coaching en développement personnel et entame pour la première fois des cours de dessin pour se vider la tête. Ayant un papa architecte, Isor a toujours baigné dans cet univers sans vraiment apprendre à dessiner. C'est tout de suite le déclic. Elle commence alors à faire des illustrations jeunesse et de petits animaux prennent vie sous son crayon. Les Illustrés de Zoo naît suite à la commande d'une amie de 3 illustrations pour ses enfants. Le bouche à oreille fonctionne très vite et les commandes se multiplient. Isor est aujourd'hui l'auteur de 3 albums jeunesse et crée également des cartes, des faire-part et des illustrations personnalisées. Alors avec Isor, on a évoqué son quotidien de chargée de projet dans l'humanitaire, la difficulté de prendre de la distance moralement, sa passion pour les illustrations pour enfants, son univers bien à elle, enfantin, qui apporte une touche de douceur pour toutes les générations, ses clés pour monter une entreprise, comment jongler entre sa vie de maman de 4 enfants et de chef d'entreprise, comment faire face au jugement de son entourage et surtout, comment apprendre à lâcher prise. Isor a donné une dimension très psychologique à cette discussion, j'ai tout simplement adoré, une très belle rencontre. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Isor. Bonjour Isor, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire. Alors vraiment un grand merci parce que j'adore ton univers, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, je suis illustratrice depuis 4 ans. Alors ça n'avait rien à voir avec ton premier métier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement. Avant, j'étais chargée de projet dans des associations caritatives. J'ai eu deux postes, et l'un au Secours catholique, Caritas, et l'autre chez les Petits Frères des pauvres, pendant 2 et 5 ans, chargée de projet. Alors ça, c'était un rêve, comment ça t'est venu ? J'ai fait des études de psycho, mais je voulais être au service d'une association, d'une mission précise. J'avais envie d'être dans l'entraide, dans la solidarité. Ça c'est un truc qui m'a toujours pris un peu aux tripes, et donc j'ai eu un job, un boulot chez les Petits Frères des pauvres pour commencer, et j'avoue que j'y ai trouvé vraiment vraiment beaucoup de plaisir. J'ai été très enrichie par ce poste, et donc j'ai continué un peu dans ma lancée. Si on veut travailler dans l'humanitaire, quelles études tu conseillerais de faire ? Ça peut être tout ou c'est fac de psycho Non, je pense que la fac de psycho, c'est pas forcément la porte d'entrée. La porte d'entrée pour faire un métier dans l'humanitaire, je dirais plutôt ça dépend ce qu'on veut y faire, mais je trouve que des métiers comme la gestion de projet, ou il existe des DU ou des facs de tu sais, dans la solidarité, dans les droits selon un peu les populations. Je pense que la psycho, oui, il y a aussi toutes les études dans le social qui sont des belles portes d'entrée. Il y avait quand même beaucoup de profils très différents dans mes collègues. Ça dépend aussi ce qu'on veut y faire, ce qu'on veut vraiment y faire dans les associations. Et toi, à l'origine, tu voulais être psy ou... Moi, je suis pas quelqu'un qui, à 18 ans, s'est dit, tiens, je sais ce que je veux faire. Voilà, j'ai toujours été dans le doute. Je me suis laissée un tout petit peu conseiller aussi
au moment où il a fallu faire un choix dans les études. J'ai trouvé ça très compliqué en fait à mes 18 ans de faire un choix. Enfin, je me disais mais en fait je suis super jeune, j'ai besoin d'expérience, j'ai besoin de vivre différents peut-être stages ou voilà pour avant de comprendre un peu mieux ce que je voulais faire. Donc psycho, c'était un peu une manière de me dire bah je voudrais un métier très humain. Donc c'est peut-être la porte d'entrée qui m'ira le mieux. Mais je suis d'abord passée par une année de droit, tu vois, rien à voir. Et là j'ai très vite compris que c'était pas du tout ce qui me plaisait. Et donc je suis partie en psycho. Et c'est difficile de trouver un poste dans l'humanitaire. Enfin, je sais pas, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que comme c'est des métiers où il y a beaucoup de bénévoles, Ouais. trouver un job rémunéré, ça, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un peu mission impossible. Ça dépend des associations. Tu as des associations qui ont vraiment un noyau de professionnels salariés qui chapeautent un peu les équipes de bénévoles. Et puis, tu as les petites associations un peu plus, enfin, qui clairement ont peut-être 1 ou 2 salariés pour faire la partie administrative, etc., mais qui est vraiment gérée par du bénévolat. Donc, je pense que vraiment, c'est très différent d'une association à une autre. Mais effectivement, oui, une association est normalement faite de bénévoles, quoi. Donc, je pense que c'est faisable. C'est faisable, mais il y a effectivement très peu de postes, quoi. Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui voudrait avoir un job dans l'humanitaire ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a la notion de mission, un peu, quand on cherche un boulot dans une association. On était embauchés pour un poste bien précis, mais finalement, comme on bosse avec des bénévoles, il y a une part de bénévolat, en fait. Ouais. Voilà, un petit peu. Et ça, voilà, faut être prêt à ça, en fait, un petit peu. Au niveau de l'engagement, en fait. Au niveau de l'engagement, ouais. En fait, c'est au-delà d'un métier, je trouve. C'est au-delà d'un boulot, c'est au-delà d'un salaire, c'est une espèce de mission, d'engagement, certes qui te fait vivre parce que tu as accepté un poste, en vrai, mais voilà, tu bosses avec des bénévoles. Et alors, en quoi ça consistait ? Est-ce que tu es partie un peu à l'étranger ? Est-ce que tu es restée que en France ? Non, ça fait 2 associations pour lesquelles j'ai travaillé en France. Dans mes missions, on accompagnait des personnes sur nos territoires. Après, il y avait, ça dépend. Il y a vraiment 2 au Secours catholique et les Petits Frères des Pauvres. Pour les Petits Frères des Pauvres, on organisait en fait assez régulièrement des voyages en France pour les personnes isolées qui partaient jamais en vacances. Voilà. Et au Secours catholique, on était séparés par territoire, et donc on s'occupait vraiment des personnes au coin de notre rue, quoi, dans notre quartier. Et c'était quoi ton quotidien, en fait ? Qu'est-ce que tu faisais un peu pour qu'on puisse s'imaginer le quotidien de quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire en France ? Écoute, je vais te parler du coup du Secours catholique. En tant que chargé de projet et salarié, on chapeautait en fait un territoire sur lequel il y avait une équipe de bénévoles. Il y avait à peu près pour moi 80 bénévoles. Mon quotidien, donc on était dans une maison qui accueillait les personnes qui avaient besoin de soutien ou d'aide. Et donc les bénévoles recevaient et organisaient leurs ateliers dans cette maison. Donc toi, en tant que responsable un petit peu de cette maison, c'était de permettre le bon déroulement de ces ateliers. C'était inciter peut-être à la création de nouveaux projets en fonction des besoins sur le territoire. C'était d'assurer aussi une vraie convivialité dans cette maison et d'accompagner les bénévoles, vraiment, d'être un vrai soutien pour les bénévoles dans leur mission. Voilà. On comprend mieux l'aspect psychologique là-dessus. Ouais. Hyper humain, en fait. C'est un métier super humain. On est tout le temps dans le contact, que ce soit avec des personnes ayant un besoin à un moment donné. Il y avait aussi des personnes qui entraient dans cette maison pour une demande d'aide, mais qui finalement étaient bénévoles avec nous.
Donc il y a vraiment une vie communautaire un petit peu il y avait une vraie vie communautaire dans cette maison. Voilà. Donc le salarié là-dedans, il avait cette mission de gestion de projet vraiment, et puis de lien humain et donc de convivialité. Alors ça paraît fou parce que dans les invités que je reçois habituellement, ils ont des métiers bureau, manque de sens, manque d'humain, et ensuite ils se tournent vers des métiers plus humains avec plus de sens. Alors ça paraît fou parce que toi, du coup, tu as commencé par un métier qui avait déjà beaucoup de sens et beaucoup d'humain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'en as eu marre en fait? C'est les boulots hyper humains en fait peuvent parfois un peu fatiguer quoi, même moralement. Enfin voilà. Donc en fait on se dit assez souvent. Enfin c'est ce que je me dis, c'est que quand on fait des boulots humains, il faut apprendre à se mettre dans les chaussons, à retirer ses propres chaussons, à se mettre dans les chaussons de la personne qu'on reçoit, mais de savoir retourner dans les siens en fait. Et c'est ça qui est pas facile. Voilà, au bout de quelques années, moi, j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre un tout petit peu de distance avec ça et de passer à autre chose. Ça s'est passé en même temps que tu es devenue maman, du coup, tu as eu envie de te recentrer sur ta famille? Non, on avait 2 enfants. J'avais demandé à la naissance de ma première à ne plus travailler à temps plein. Donc, je travaillais à 80%. J'avais un tout petit peu, pareil, un peu de recul à ce moment-là. Et pareil pour le deuxième. Et en fait, j'avais vraiment besoin à un moment donné de me dire, bon, allez, je vais essayer de me recentrer aussi sur moi-même, être dans des métiers où on est sans arrêt en train de quitter ses propres chaussons, ses propres chaussures pour aller dans ceux des autres. Et ben voilà, je trouve que, j'admire tous ceux qui le font beaucoup plus longtemps que moi. Mais voilà, moi j'ai eu vraiment ce besoin-là. T'as eu un déclic, une histoire difficile, quelque chose qui t'a fait le trop-plein? Oui, notamment, oui, il y a eu une histoire un peu d'un monsieur qui était sans logement, en attente de papier, qui était devenu bénévole dans la maison, qui faisait partie vraiment de la vie de la maison, avec qui il avait des liens super avec les bénévoles, avec les personnes qui frappaient à la porte. Je m'entendais bien avec lui, et voilà, on était dans une belle relation. Mais en fait, il avait vraiment un problème de logement. Donc en fait, tous les soirs, on fermait la porte de cette maison et est arrivé le jour où on n'avait plus de solution pour lui, quoi. Et donc on en arrive à des vrais questionnements en disant est-ce que je l'emmènerai pas chez moi? Enfin, voilà. Et en fait, c'est là où il y a une limite, c'est que en fait on peut pas, mais c'est juste hyper difficile. Donc cette relation-là, je sais pas ce qui est devenu ce monsieur et voilà, mais c'était vraiment un chouette monsieur. Il y a des situations comme ça qui un peu insolvables, ou en tout cas à court terme. Je dis pas que c'est insolvable sur le long terme, mais en tout cas là, aujourd'hui, on se sent un peu impuissant en fait. L'aide, on se rend compte qu'on peut pas, qu'on est un peu impuissant aussi vis-à-vis de certaines situations, et c'est ce qui parfois est difficile. Ouais, tu t'es senti en fait que t'arrivais plus à mettre de limites, quoi, et ça t'a peut-être fait un peu peur? Ouais, je me suis dit, mais on peut pas accueillir, enfin c'est pas possible d'accueillir. On peut aider, on fait ce qu'on peut, mais à un moment donné, il y a aussi des moments où voilà, l'aide atteint une limite, et c'est à la fois ce que je trouve qui vite me prend un peu aux tripes, et en même temps c'est la vie, et voilà. Donc c'est ce que j'ai trouvé parfois un peu difficile. Alors, du coup, tu as décidé de faire d'abord un break, en fait? Ouais, en fait, mon mari a été muté. On habitait Lille et il a été muté à Strasbourg. Une mutation qui s'est faite très vite. Et j'ai d'abord cherché à être mutée en interne. Et puis je me suis dit, mais Isor, c'est peut-être un signe. Je suis très à l'écoute des signes, et je me suis dit, en fait, finalement, ça fait déjà 1 an que t'aimerais passer un peu à autre chose. Est-ce que c'est pas l'occasion justement de passer à autre chose? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, on est parti à Strasbourg. En 3 mois, tout était plié. On est parti à Strasbourg. Et je me suis dit, je me laisse 1 année. D'abord pour s'intégrer dans la ville. J'avais envie d'avoir vite une vie sociale chouette et dynamique. Et puis aussi pour me permettre de prendre un peu de recul et d'essayer de comprendre ce qui allait m'animer pour les prochaines années. Je me suis fait coacher du coup par une coach en développement personnel, voilà. Donc j'ai commencé par ça. Et puis j'ai un père qui est architecte d'intérieur, qui dessine depuis tout petit, et voilà. Et du coup j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Donc je me suis dit, tiens, mais en fait, est-ce que
pour aussi me vider la tête, me vider l'esprit. Je me mettrais pas un peu au dessin. Donc j'ai pris aussi des cours en intensif à Strasbourg. Et voilà. Et l'année est passée comme ça, à la fois en réflexion personnelle pour savoir un petit peu où j'allais aller, et puis en exprimant mes émotions et mes sentiments, etc. à travers le dessin. T'avais déjà dessiné avant ou... Je dessinais beaucoup de plans, beaucoup de plans. Je dessinais, je pense, enfin mes parents me disent que je dessinais, oui, mais je dessinais pas forcément plus qu'un autre enfant. Voilà, je dessinais pas mal de plans. J'étais très admirative quand même des dessins et des croquis de mon père, mais voilà, ça, c'est pas pour autant que j'ai eu une attirance particulière pendant mon enfance pour le dessin. Et alors, quand t'as pris tes cours de dessin, ça a été vraiment le déclic tout de suite? Ouais, j'avoue, premier cours de dessin, je me suis dit waouh, c'est assez dingue. Comme toute activité artistique, je trouve que en fait, on est dans une bulle dès qu'on se met dans l'activité, dans le dessin. On se vide la tête, c'est une manière de s'exprimer, de se vider un peu de nos émotions, de nos tensions. Et c'est un moment assez dingo, quoi. Donc oui, dès le premier cours de dessin, je me suis dit ouh là 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 là, ça va me plaire. Et donc j'ai poursuivi l'année comme ça. Ouais, c'est une super thérapie, hein. Ah Quand ouais, on est un peu perdu, je pense que c'est vraiment un super conseil de faire des activités manuelles. Ça permet complètement. de... Ouais. Et je me suis trouvé une amie de dessin dans mes cours, avec qui on s'est dit bon allez, on se retrouve deux demi-journées par semaine et on déambule dans Strasbourg, qui est une ville magnifique, et puis on s'arrête où ça nous chante, et avec notre carnet de croquis et notre crayon, et on dessine. Et du coup, j'ai passé vraiment de longues après-midi enfin, c'était vraiment chouette, quoi. On a passé des journées à dessiner, à être dehors, voilà. Donc, ça a été très très bon pour moi. Et en parallèle, du coup, le travail que tu as fait avec la coach, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que justement, qu'est-ce qu'on fait quand on va voir une coach comme ça? C'était vraiment du développement personnel. Il y avait rien de professionnel au départ. D'accord. J'avais vraiment, là, c'était voulu. Je voulais vraiment essayer de me connaître mieux, de devenir ma meilleure amie, tu vois, de comprendre un peu mes vrais besoins fondamentaux, enfin mes besoins fondamentaux. Et je trouve que, ouais, je me suis aperçue en fait enfin, en tout cas en ce qui me concerne, je me connaissais pas très bien. Enfin, que c'est vraiment très très chouette et hyper important de savoir à un moment donné finalement ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien, quels sont les besoins à satisfaire, même dans notre famille, dans nos vies professionnelles. Donc c'était vraiment ça au départ. Ça a duré 2 mois et demi ou 3 mois. C'était apprendre à me connaître et à devenir finalement une alliée dans ma vie de tous les jours. Tu penses que tu t'étais un peu oubliée finalement en faisant de l'humanitaire? Je sais pas si je me suis oubliée, mais je trouve que entre le moment où on nous dit choisis tes études, enfin c'est à nouveau un avis très personnel, mais entre le moment où on dit le lycée est terminé, choisis tes études, et le moment où tu trouves ton premier boulot, et voilà, en fait je trouve que ça défile très très vite. Je suis pas sûre qu'on apprenne vraiment à se connaître, et moi j'ai été tellement perdue quand il a fallu choisir mes études et tout. Je me dis mais en fait il y a un truc qui manque dans toutes ces années là, où en fait on devrait avoir tous un travail très perso, de savoir mais ce qui nous fait vibrer, enfin les besoins qu'on doit satisfaire pour être pleinement heureuse dans notre vie de tous les jours et dans notre job. Et donc j'ai trouvé que c'était pas parce que j'étais perdue, c'était parce qu'en fait je me connaissais finalement pas très bien, et que j'avais enchaîné entre des études, voilà, où il a fallu un peu de temps pour me trouver, et puis le premier boulot, puis le deuxième, enfin voilà, un enfant là-dedans, un deuxième. En fait ça va très très vite, et on prend pas forcément le temps de se poser, et c'est pas forcément facile de trouver du temps en fait pour se poser. Enfin, quitter un job, ne plus avoir de revenus du jour au lendemain, juste pour dire je vais penser à moi et je vais essayer d'apprendre à me connaître. Enfin, c'est vraiment pas évident. Donc la mutation en fait à Strasbourg a été pour moi un vrai signe et une vraie opportunité hyper positive. Mais je sais pas, sans ça, je sais pas si j'aurais pu le faire. Tu vois, voilà, c'était une belle occasion, quoi. En fait, ça me fait penser ce que tu dis sur le travail et quand on est jeune. Et j'ai eu la réflexion dernièrement, à force de faire des interviews pour le podcast, et puis aussi en voyant autour de moi, que finalement, on réfléchissait quand on est jeune au métier en termes de fond, plus que d'environnement. Et par exemple, en ce qui me concerne, j'aimais beaucoup le droit, vraiment j'aimais la matière, mais je n'aimais pas l'environnement. Donc, quand je me suis retrouvée dans un cabinet d'avocat,
voilà, les locaux lisses, les bureaux portes fermées, les heures, enfin l'environnement me dérangeait en fait et je me sentais pas bien. Ouais. Et toi, ce que tu décris dans l'humanitaire, c'est pareil, c'est que l'environnement c'était difficile finalement de vivre tout ça. Et je trouve qu'on s'en rend pas forcément compte. Là, j'étais à la pharmacie du coin et je voyais le pharmacien. Il était dans un bureau arrière-boutique, finalement, sans fenêtre, parce que bah, la boutique, c'était avec des fenêtres. Et je me disais, ah, je pourrais pas être dans ce bureau sans fenêtre. Et en fait, je trouve qu'on se concentre beaucoup sur le fond du métier, ce qu'on va faire, l'intellectuel un peu, Mm. et pas assez sur les émotions, l'environnement, tout ça, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que et puis on nous fait rentrer un peu dans des moules aussi, enfin dans des cases, des métiers, voilà, assez intellectuels. Enfin, je pense on a une tendance aussi aux métiers assez intellectuels, aux longues études. Enfin voilà, il y a un peu cette ambiance-là, je trouve aujourd'hui. Et on pense au métier, mais on pense pas forcément à l'environnement, avec les gens avec qui on va travailler, Ouais. le cadre de vie en fait du lundi au vendredi, ce qui n'est pas rien en fait. Enfin, c'est quand même une grosse partie de notre vie et voilà. Et je trouve que ça, on n'y est pas assez sensibilisé, on nous fait pas découvrir suffisamment ça et on nous fait pas suffisamment découvrir ce que nous on a en fait dans le fond de nos tripes quoi. On se dit juste bah tiens ça me plaît en fait. Enfin oui ça me plaît, j'ai envie de faire ce métier là. Enfin voilà et go et en fait on nous oriente, on nous aide, on nous guide à trouver les études qui correspondent à cette envie-là, mais sans avoir toutes les clés en main. Et c'est vrai que l'environnement, c'est super important parce que bah, quand je vois les invités, par exemple, j'ai vu un fleuriste qui disait qu'il était dans un environnement humide et qu'il s'était pas forcément rendu compte de ça. Et en fait, au quotidien, ça joue beaucoup, quoi. Comme aussi le fait d'être salarié, d'avoir des horaires ou d'être freelance, de pouvoir travailler de chez soi, concilier avec une vie de famille. Finalement, c'est plein d'éléments à prendre en compte, en fait. Oui. Et alors, pour revenir à ton parcours, donc tu fais tes cours de dessin. Comment tu te dis, j'aime, c'est une passion, je vais en faire mon métier? Eh ben, écoute, je me suis laissé l'année sans trop me poser de questions, un peu volontairement, je pense. À un moment donné, je sais pas trop pourquoi, j'étais là enceinte de mon troisième. Je me dis tiens, mais en fait, dessiner pour la famille, dans un univers un peu poétique, enfin quelque chose de tout doux quoi, tout doux qui fait du bien. Pourquoi pas? Mais alors là, j'en étais juste là, j'avais aucune idée particulière de la forme que ça allait prendre, mais voilà, je partage ça à Florian, mon mari. Je m'installe, je commence à dessiner, et puis j'ai une bonne amie qui me dit tiens, Isor, allez pour mon fils là, est-ce que tu me ferais 3 illustrations? J'étais libre, carte blanche. Voilà, et je lui en ai fait du coup 3. Je sais pas si c'est cette commande-là qui a été un peu mon déclic. En attendant, j'ai pris vraiment du plaisir à dessiner et voilà. Donc et puis bah du coup une amie voyant les illustrations chez cette amie-là me dit tiens est-ce que tu en ferais pour moi etc. Donc l'air de rien comme ça dans mon entourage j'ai eu quelques commandes sans avoir d'univers particulier. Donc c'était pas forcément encore le début de quelque chose, mais j'y ai trouvé en tout cas un vrai plaisir à ce moment-là. Et puis ben là je peux pas trop te dire comment, mais des petits personnages commençaient à prendre vie sous mon crayon. Et les mettre en mouvement était pour moi une source vraiment de joie, où j'avais l'impression de pouvoir retranscrire au travers de mes dessins ce que je vivais finalement. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est né. Et puis je pense que chaque illustrateur a vraiment sa patte, enfin son univers. Donc à un moment donné, voyant que mon univers commençait vraiment à naître, j'ai vu les commandes de particuliers s'accélérer. Et donc j'ai créé la micro-entreprise. Mais c'est génial, comme quoi faut vraiment se lancer parce que finalement, en faisant des dessins pour une amie, bah ça y est quoi, c'est. J'ai pris, je te disais tout à l'heure que j'étais très à l'écoute des signes. C'était pas forcément le cas avant, mais aujourd'hui, oui. En fait, j'ai pris ça un peu comme un signe, en me disant, ça sert à rien d'aller trop vite. Pour le moment, t'as eu une commande d'une amie, c'est très chouette, et prends-la comme ça, et prends-la comme un beau cadeau. Peut-être que ça en amènera une autre, peut-être pas, mais laisse-toi en fait porter par ça. Et ce qui a été le cas. Et tout doucement, j'ai quand même senti à un moment donné le besoin d'avoir mon univers. Je pense qu'on ne survit pas très longtemps dans ce métier sans avoir à un moment donné sa vraie patte et son univers bien à soi. Donc, à un moment donné, je me suis quand même dit, bon, Isa, va falloir quand même se donner, enfin voilà, qu'il y a un univers, mais
mine de rien, je crois qu'il est arrivé quand même assez spontanément. Donc, être à l'écoute des signes aussi là-dedans, sans vouloir forcément aller trop vite. Je dis pas, il y a un moment donné, évidemment, il y a la notion de salaire, il y a la notion de revenu quand même, nous travaille quand même. Ça peut pas durer comme ça éternellement, mais quand même, savoir être vraiment à l'écoute des rencontres, des opportunités et des signes qui font avancer en fait. Peut-être doucement, mais qui font avancer. Après, si on peut le faire, je pense que c'est bien de s'arrêter parce que finalement, quand tu enchaînes les jobs, tu peux pas avoir de moment où tu prends le temps de réfléchir en fait. Et finalement, bah oui, tu perds un an entre guillemets de salaire, tu t'arrêtes tout ça, mais bon, après, si t'as trouvé, bah c'est résolu entre guillemets quoi. Tout à fait. Donc, C'est un peu ce qu'on s'est dit, parce que mon mari s'est mis à son compte en même temps, donc on a eu vraiment une année ensemble. Bon, allez, c'est parti. Mais en fait, en le préparant bien, on avait vraiment préparé cette année, enfin c'est même ces 2 années-là, parce que c'est quand même 2 ans, on est un peu regardant quand même des finances. Je trouve que quand c'est bien préparé, quand c'est bien mûri, on s'aperçoit qu'on peut vivre avec moins. Et du coup, il y a moins d'angoisse. On arrive un peu mieux à anticiper et à savoir où on va. Et effectivement, ça permet de prendre le temps de monter son propre projet, avec quelques nuits un peu, voilà. Mais voilà. Mais effectivement, c'est bien de savoir s'arrêter un tout petit peu. En tout cas, si on ressent le besoin, si on est heureux dans son job, pas de raison. Mais si à un moment donné, on ressent peut-être le besoin de, pourquoi pas de changement ou d'évolution, ou voilà. Et ben, je trouve que ouais, la pause, elle est vraiment chouette, quoi. alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que t'es assez, enfin, tu fais beaucoup de choses dans tes illustrations. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, j'ai commencé en fait par des illustrations personnalisées. Dans mon univers toujours, mais donc je propose des illustrations 100% personnalisables pour des faire-part de naissance, des faire-part de baptême, juste pour un cadeau de naissance, ou voilà. Donc on me transmet une ambiance familiale, voilà, et moi je propose un croquis et je fais une illustration jusqu'au bout, imprimé ou pas. Donc voilà, du sur-mesure. Après, je propose maintenant depuis 2 ans, donc c'est venu au bout de 2 ans. J'ai une boutique en ligne sur laquelle je propose des cartes, des affiches semi-personnalisables ou toutes faites. Voilà, donc c'est de la papeterie pour envoyer du kiff, du love, des attentions simples à des prix chouettes. Enfin voilà, une boutique en ligne avec un peu de papeterie, des illustrations personnalisées, et puis j'ai une collection de livres pour enfants de 3 à 6 ans, dans l'idée toujours de transmettre et de rassembler. Avec une maison d'édition ici, on a proposé une petite collection sur les métiers rares ou les métiers oubliés, aussi sûrement lié à mon parcours, tu sais, où je me suis dit, mais en fait, il y a plein de métiers dont on ne parle pas quand on a 18 ans, ou voilà, et on avait envie de les mettre un peu en relief. Donc, on propose cette collection. Je suis en train de préparer le 4e livre de la collection. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait céramiste, par exemple, dans les métiers. Oui, tout à fait. Et les cartes aussi, ce que je trouve chouette, ce qui est important de préciser aux auditeurs, c'est que c'est pas que pour les enfants. C'est aussi c'est des cartes pour parler un peu de ton univers, c'est des petits animaux, voilà, c'est très cute, très pastel. Et c'est des cartes aussi avec des petits messages. Donc, on peut envoyer un petit message à sa famille, pas forcément des enfants, en fait. Oui, je voulais que mon univers puisse parler et faire sourire toutes les générations dans une famille. Il y en a pour tous les âges, mais ça reste dans un univers très enfantin, mais c'est aussi pour donner à la vie au quotidien une touche de douceur. Enfin, voilà, on est nous aussi adultes touchés par les petites choses très enfantines, et en fait, voilà, je voulais donner un peu de poésie et de prise de recul sur le métro boulot dodo, en fait. Il y a des petites attentions, des petits mots doux sur les cartes, sur les affiches, voilà. Et sur ton compte Instagram aussi, tu publies souvent des petites illustrations avec des petits messages justement qui parlent du quotidien. C'est très chouette à voir. Oui, je dirais que je retranscris. Le dessin est une manière pour moi de rire un peu de moi et de rire de la vie de famille qui parfois, peut être un peu plus fatigante ou voilà, moralement plus difficile.
c'est une manière en fait de prendre du recul pour moi, de la dessiner. Et du coup, j'essaye d'y mettre un peu d'humour pour être dans l'autodérision. Et je trouve que du coup, les moments plus compliqués dans l'organisation familiale et la gestion d'une vie de famille, eh ben, passe beaucoup mieux parce que je l'ai dessiné, parce que du coup, j'ai souri en la dessinant et j'essaie vraiment d'apporter de la légèreté en fait. Alors, quelle est la plus belle chose dans ton métier et peut-être la plus dure ou celle à laquelle tu t'attendais pas? J'ai commencé par la plus difficile. J'ai appris maintenant à me faire accompagner, mais je trouve que parfois être seule, c'est pas facile. À la fois, en fait, c'est très paradoxal parce que à la fois j'y suis très bien et je trouve ça super chouette et ça me va bien. Et en même temps, dans l'avancée des projets ou quand on a des envies de stratégie, voilà, je trouve qu'avoir un effet miroir, c'est quand même vraiment hyper important. Voilà. Donc l'année dernière, donc là j'ai opté plutôt pour un coaching professionnel pour avoir un miroir vraiment, l'effet miroir. Donc j'ai avancé aussi dans mes stratégies, dans mon image de marque, etc. que l'année dernière en fait, mais grâce à cette personne. Donc ça, c'est peut-être la plus difficile. En tout cas pour moi, peut-être que d'autres personnes dans le même cas, ils seraient hyper bien et avanceraient hyper bien. Moi, j'avoue que j'ai eu des moments quand même où j'ai ralenti parce que entre guillemets, personne n'est là pour me dire oui, mais peut-être qu'il faudrait faire ça comme ça ou voilà. Donc ça, c'est la plus difficile. La plus chouette, tu me disais, c'est ça, hein, la mieux. Enfin, c'est que j'ai l'impression de faire ce que j'aime, quoi. Je dessine des illustrations, j'aime ça, je trouve ça super chouette, mais en fait, c'est le moyen de m'exprimer. En fait, je ne fais que m'exprimer dans mon boulot. Et ça, je trouve ça génial, en fait. J'ai l'impression de me révéler, en fait. Enfin, voilà. À côté de mes illustrations, je fais aussi du modèle vivant. Enfin, voilà, je m'essaye à d'autres techniques et de dessin. Et c'est tellement une belle manière de s'écouter, d'exprimer ses émotions que, en fait, j'y suis vraiment très bien. Enfin, ça, et alors, pour revenir un peu à ta famille, t'avais pensé à reprendre peut-être l'entreprise de ton père, du coup, parce qu'il est décorateur d'intérieur? Il est architecte d'intérieur. Ah oui, pardon. Ouais. Alors oui, j'y ai pensé, mais en fait, j'étais pas prête à me relancer dans 5 ans d'études avec des enfants. Enfin, même si ça m'aurait, je pense, plu. Là, pour le coup, ça me paraissait vraiment une énorme montagne à gravir. Donc, j'ai très vite abandonné l'idée. Voilà. Mais je me suis dit, et peut-être qu'il y a... Enfin, j'aurais bien aimé avoir 10 000 vies, en fait, pour faire 10 000 choses différentes. Je regrette pas mes études, je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Mais à la fois, les métiers les études plus artistiques m'auraient aussi plu. Enfin, voilà. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. C'est ce que j'aime aussi dans la vie, c'est ça. C'est de se dire que rien n'est fermé. Et à partir du moment où on a osé une fois passer à autre chose, et ben, ça veut dire que les choses sont pas figées, que peut-être un jour, on fera autre chose. Enfin, je sais pas. Oui, j'ai eu la conversation avec un invité précédent et on disait la même chose qu'à partir du moment où on l'a fait une fois, il y a quelque chose qui se débloque en fait dans notre tête et on se rend compte que tout est possible. Oui. On peut le refaire. Oui. Que rien n'est figé. Et ça, c'est vraiment chouette. On n'est pas bloqué dans un petit tiroir là à dire en fait c'est ça, je serai comme ça jusqu'à ma retraite, quoi. Bah non. En fait on peut changer de tiroir et ça, je trouve ça assez grisant. C'est assez épanouissant en fait aussi. Voilà. Parce qu'on ouvre le champ des possibles. Alors, comment a réagi ton entourage à ta reconversion? Je trouve que c'était assez positif, de la crainte toujours, parce que je trouve que dès qu'on sort un peu du sentier battu, autour de soi, on se dit mais attends, mais quand même financièrement comment ça va se passer, voilà, je trouve qu'il y a vraiment une inquiétude. Ça n'a pas été fermé non plus. Enfin, j'ai trouvé que c'était quand même très positif, mais il y a quand même cette notion-là, vraiment, du risque qu'on prend pour sa famille. Voilà. En plus, on était deux, parce qu'on était vraiment deux à sortir en même temps, et puis il y a une vraie crainte. Mais voilà, ça va aller. Quand même, il y a des enfants. Enfin voilà. Faut essayer de les dépasser. J'avoue que on s'est mis un peu dans notre bulle en se disant allez, on y va, et de toute façon c'est voilà, notre choix est fait et c'est parti. Et du coup on a continué notre bout de chemin comme ça et on en est hyper content. Mais au départ il y a un petit peu de frein. Je pense que en plus c'est encore plus difficile quand on fait quand on s'invente un métier, parce que toi tu t'es inventé un métier.
Et parce qu'en fait, c'est déstabilisant pour son entourage parce que ils n'arrivent pas à nous mettre dans une case, ils comprennent pas en fait. Et donc du coup, je pense que c'est perturbant. Oui, et puis il y a un côté où on se demande même si c'est un métier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un temps aussi de crédibilité quand même. Moi, j'ai trouvé que au départ, on pensait que j'étais mère au foyer qui dessinait, quoi. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Qui occupait son temps. Enfin, voilà. Bon, c'était au début, et puis c'est pas grave en fait. Chacun pense ce qu'il veut, mais il y a un manque de crédibilité quand même un petit peu au départ. Et puis c'est à partir du moment où voilà, on rend les choses un peu carrées, que on montre un vrai développement dans ce qu'on fait, que là, ouais, alors ça tout doucement, on sent la crédibilité dans les yeux des autres. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est pour ça justement que je pense que c'est super que tu te sois fait accompagner parce que même toi, en fait, tu te dis, bah oui, en fait, je suis vraiment en train de créer mon entreprise, j'ai un accompagnateur, enfin, tu prends confiance en ce que tu fais. Ouais. Et je l'ai fait tardivement. Je crois que je l'ai fait trop tardivement d'ailleurs, tu vois. Ça faisait déjà 2 ans quand même que j'étais installée à mon compte et tout. Mm. Alors à la fois j'étais plus mûre, donc c'était pas mal non plus, mais en même temps j'ai l'impression d'avoir fait ça trop tard en me disant bah, en fait, enfin c'est jamais trop, mais tardivement en fait. Voilà, je crois que j'aurais pu le faire bien un an avant, pardon, tu vois. Mais c'était très chouette parce que ça pose les jalons, ça nous rend aussi crédibles à nos propres yeux, tu vois. Mm. Donc oui, ça je trouve que c'est important quand on est seul de savoir à un moment donné aussi euh, prendre le temps d'accepter la critique, le regard de l'autre et les questionnements que nous impose le regard de l'autre. En fait, dans sa tête, on a un fil, enfin moi j'avais un fil conducteur dans ma tête, mais parfois le regard que posait cette coach sur mon boulot, sur ma manière de faire, forcément m'amenait à me critiquer ou à finalement avancer un peu différemment. Si elle n'avait pas été là, je serais allée dans une direction. Et est-ce que c'était la bonne? Je sais pas. En tout cas, elle m'a vraiment aidée à avancer et à améliorer mon autocritique. Après, pour revenir enfin au regret, je pense quand même qu'il y a tout un chemin à faire et que parfois enfin moi je sais que c'est pareil, je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, mais finalement tu le fais à un moment où tu es prêt à le faire aussi et tu peux pas précipiter les choses, tu vois. Je pense que tu accueilles aussi un coaching d'une certaine façon parce que tu as déjà fait pas mal de choses avant. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a une maturité quand même acquise. Et quand c'était vraiment la première année, je tâtonnais. Enfin, je savais pas trop où j'allais. Mon univers était pas encore fixé. J'étais pas encore pour mes clientes, j'étais pas encore reconnue pour cet univers-là. Voilà. Alors que l'année où je l'ai faite, oui, il y avait vraiment une patte, il y avait un univers, il y avait une image de marque à préciser parce qu'il y avait déjà une vraie base. Donc il y a une maturité effectivement. Oui. Alors, toi, tu es maman de 4 enfants. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un conseil, comment concilier chef d'entreprise, vie de maman C'est pas tous les jours facile. Je trouve que c'est cyclique en fait. On a parfois l'impression d'avoir trouvé une osmose, une vraie une organisation. Enfin voilà, quelque chose qui roule et puis à un moment donné quelque chose qui vient là perturber un peu tout ça et du coup faut retrouver une organisation. Je dirais qu'en fait savoir être à l'écoute de ça et pas je pense que aujourd'hui mais c'est aussi lié au fait d'avoir un métier qui me rend assez libre aussi pour divers événements. Je pense que je suis quand même assez libre de me libérer à un moment donné ou pas, enfin voilà, mais apprendre juste à accepter l'idée que tout n'est pas acquis en fait et que donc à un moment donné il faut savoir remettre en question peut-être l'organisation voilà, et donc être hyper à l'écoute, je pense, des besoins à la fois de nos enfants et à la fois de notre compagnon, enfin voilà. Et à partir du moment où ça on l'accepte et on le prend comme tel et ben je trouve qu'on on accepte vraiment l'idée que
que la difficulté ou le truc qui vient nous mettre nous mettre des bâtons dans les roues, arrive comme ça. Et ben on le prend comme tel et on essaye de se réorganiser pour. Ce sera peut-être différent, mais voilà, apprendre à se réorganiser régulièrement. Être assez flexible en fait. Être flexible, ouais. Et oui, c'est ça. Être hyper flexible, même dans sa tête, quoi. Enfin, voilà. Donc, pas facile. Ça m'arrive très souvent de pas trouver ça très facile, mais globalement, avec l'expérience, je trouve que ça libère l'esprit de savoir lâcher prise au moment où il y a des choses qui viennent. On avait prévu ça pour cette semaine-là, finalement ça peut pas se faire cette semaine-là parce que il y a telle ou telle chose qui sont venues. Et ben tant pis, on le prend comme tel et voilà, un peu de lâcher prise en fait. Bon, ça c'est un super conseil, hein. Je pense que ce soit maman ou pas, d'accepter l'imprévu. Ouais. Pas évident, hein. C'est pas pour autant que je te fais ça en un claquement de doigts, mais vraiment je trouve que en fait c'est la clé, quoi. Et je trouve que c'est une part aussi du bonheur quand même, parce que quand les choses sont pas figées et que on accepte que les règles, le cadre puisse être assoupli, ça amène un peu de spontanéité ou un peu de liberté. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, comme quoi tu te sentais un peu critiquée, voilà, la maman qui fait ses petites illustrations. Je reviens dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes, parce que souvent, il y a beaucoup de mamans justement qui veulent avoir un emploi du temps un peu libre, donc du coup, elles se mettent à leur compte, elles font des bijoux, voilà, elles ouvrent un e-shop de vêtements. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui doivent être confrontées à ces critiques. Moi-même sans enfant, j'ai eu un peu le même genre de critique de voilà, tu suis ton conjoint, tu ne travailles plus, alors que si je travaille tous les jours. Donc comment on fait pour faire face à ces critiques? Qu'est-ce que tu conseillerais? C'est une très bonne question, Marie. En fait, je trouve que à un moment donné, on lit dans le regard de celui ou celle qui finalement se met un peu à son compte, voilà. On lit du bonheur ou pas. Enfin, et à partir du moment où on est bien là où on est, même si on se sent pas très crédible au regard des autres, si nous on manifeste de la joie, de l'épanouissement, en fait, je pense que c'est déjà 90% du taf en fait. Enfin. Moi, ça m'a parfois un peu gênée. Enfin, en tout cas, ça m'a plombé un peu le moral et tout. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais Isa, en fait, t'es bien là où t'es ou pas? Bah oui, je suis bien là où je suis. Bon, en fait, voilà. Et ça va rayonner dans le sens où, à un moment donné, t'as rien à dire contre quelqu'un qui est bien là où il est, qui paraît bien là où il est, en fait. Voilà. Donc, je trouve que, j'ai mis un peu de temps, mais à apprendre un peu, pareil, ça a du lâcher prise ou à prendre du recul, en disant, mais en fait, tu sais quoi? Moi, je suis trop bien là. Donc, que tu me prennes au sérieux ou pas, moi je suis bien là. Donc tant mieux, enfin j'y vais. Et je pense que ça se ressent en fait. L'épanouissement, quel qu'il soit, hein, pas forcément professionnel, même personnel, je pense qu'à un moment donné, il se propage, entre guillemets, tu vois. Et donc si on est bien là, ça se voit, donc il n'y a plus trop de... On ressent peut-être un peu moins enfin pas la critique, mais le questionnement. Ouais. Et je pense que tu as tout à fait raison aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de jugements et de critiques qu'on laisse, qu'on tolère. Et je pense que parfois, en fait, les autres nous renvoient peut-être nos propres questionnements, nos doutes. Et si toi, tu as confiance, tu es fort, tu crois à ton entreprise, les autres, ils vont moins se permettre d'exprimer en tout cas ces jugements parce qu'ils ne sentiront pas qu'ils peuvent les émettre. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. À partir du moment où quelqu'un semble bien dans ses pompes, bien à sa place et épanoui là où elle est, peu importe ce qu'elle fait, elle peut être mère au foyer, hein, enfin vraiment tout dans tous les contextes. Si on la sent bien où elle est et fière d'être là, en fait, je pense que vraiment ça stoppe tout jugement, toute critique, toute question un peu particulière ou voilà. Donc oui, je pense que vraiment et donc c'est une joie et un épanouissement qui se propage, tu vois, qui rayonne en fait. Et ce rayonnement fait que je
pense qu'à un moment donné, effectivement, ça stoppe un peu les questionnements qu'il pourrait y avoir. Alors, tu es heureuse aujourd'hui? Quel projet tu as pour ton entreprise? Quelle est ta vision? Alors, on a un 4e livre, l'air de rien, c'est Ouais. quand même un vrai projet, et donc qui prend du temps, de l'énergie, beaucoup de réflexion. Donc, on a ce 4e livre là qui sortira à la fin de l'année. Et ensuite, je continue de développer ma boutique en ligne. Ça, c'est ma vraie stratégie là de l'année. Proposer une large gamme de petites attentions pour je vais pas dire rendre heureux parce que c'est pas du tout, enfin c'est trop, c'est juste propager de la douceur, de la joie, des petites attentions pour booster, pour encourager, pour dire qu'on aime, et voilà, d'autant plus dans une année comme ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment moi j'ai besoin de me sentir aimée, et voilà, j'ai besoin de le manifester aussi beaucoup, et donc en fait je suis en train de lier un peu ce que je vis, ce que je ressens au travers de mon métier, mais donc voilà, j'ai envie de proposer aux gens d'offrir de l'amour, des petites attentions pour rendre heureux et faire sourire. Et ça, c'est au travers de ma boutique en ligne. Mais je trouve que c'est une super idée parce que je vois à Londres, ils sont très cartes. Ouais. Ils font beaucoup de cartes. Et je trouve qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup moins de cartes. Enfin, il y a beaucoup moins de choix. Ici, j'adore. Pour n'importe quel événement, tu peux envoyer une petite carte trop mignonne. Donc je trouve que c'est une super idée. Enfin, c'est un super projet parce que je trouve que ça manque vraiment en France. Il y a moins ce choix de cartes. Oui. Et surtout, dans le contexte actuel, on a envie d'envoyer des petites cartes pour montrer qu'on pense à l'autre, d'avoir quelque chose de physique aussi. Oui. Oui, et puis j'aime bien, on est vachement dans un monde qui est très mail, très texto, très WhatsApp et tout. Moi, j'avoue, quand je reçois une carte écrite à la main d'une bonne copine, mise dans une enveloppe, quand j'ouvre la boîte aux lettres, c'est pour moi un vrai bonheur, quoi. Et parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a pris le temps de penser à moi, voilà, je trouve ça retranscrit au-delà du petit mot et de l'enveloppe, ça dit tellement plus que voilà, et c'est des petites joies, et parfois une amie, on sait que je sais pas, elle dit un truc un peu moins chouette, le moral est moins bon, et bah tac, avoir toujours une petite carte sur soi derrière laquelle on écrit un petit mot, tac, à poster, ça dure 3 minutes top chrono, donc c'est pas le temps qui nous manque, je pense pas pour ça. Par contre, avoir à disposition effectivement un peu de jolis supports pour soutenir, pour dire qu'on aime, pour encourager, pour envoyer un compliment, enfin en fait voilà, c'est ça que j'ai envie de développer au travers de la papeterie et des illustrations. Ouais, je trouve que c'est vraiment un super projet. Bon, je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de l'épisode. Alors, dernière question, toujours la question que je pose à la fin. Ouais. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Se sentir bien là où on est, se sentir à sa place et épanoui là où on est, précisément. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la reconversion réussie, c'est se dire qu'en fait, ça correspond extrêmement bien à ce qu'on est, à notre caractère, à notre tempérament. Voilà. Être bien là, sur la bonne chaise, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que toi, ça va même au-delà, ça va aussi dans la manière de s'exprimer. Que pour toi aussi, c'est aussi trouver un vecteur d'expression, en fait. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Ouais. Mais parce que je suis dans une branche un peu artistique. Une reconversion réussie, c'est aussi pouvoir se révéler tel qu'on est. Pas avoir un rôle à jouer, en fait. Être juste nous-mêmes dans ce boulot, dans cette reconversion, enfin voilà. Mais être nous-mêmes. Ouais. Et ça, c'est pas forcément vrai pour tout. Enfin, tu vois, je trouve que savoir être soi-même, on joue pas un rôle, quoi. On est nous. Et si dans notre reconversion, on est à la bonne place et que on s'exprime tel qu'on est, alors je trouve que c'est une reconversion réussie. Ouais, se sentir aligné aussi. Ouais, tout à fait. Un grand merci Isa, franchement on a parlé de beaucoup de sujets, c'était hyper inspirant, vraiment un grand merci, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode vers ton Instagram, ta boutique. Merci beaucoup Isa. Merci Clairvy de m'avoir invitée, c'était un bon moment. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast.
N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.